Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission où nous allons remonter le temps. Et oui, direction 1985. Alors, que retenir de cette année ? Bon, d'abord que Arte n'existait pas. Bon, voilà. Et puis, quand même, une histoire d'amour, on peut retenir. Celle racontée dans Été 85, le nouveau film de François Ozon, en salle mardi prochain, le 14 juillet, oui. C'est le premier grand réalisateur français à affronter le retour dans les salles obscures. Et puis, l'actualité du jour, c'est le succès, depuis hier, du long métrage Tout simplement noir, une comédie qui interroge la société française sur l'antiracisme et le communautarisme. Finalement, cette identité noire française, voilà, j'avais envie de la mettre sur le tapis, savoir mettre sur la table qu'est-ce que c'était le communautarisme, est-ce que ça voulait dire quelque chose, qu'est-ce que ça voulait dire la communauté, qu'est-ce que ça voulait dire être français, qu'est-ce que ça voulait dire être noir. Alors un mois après, le film résonne avec les manifestations en France qui ont suivi la mort de George Floyd, un mouvement qui suscite toujours la controverse. Certains, comme le président de la République, y voient un risque de séparatisme identitaire. Pour d'autres, il s'agit tout simplement d'une revendication d'égalité. Nous en débattrons. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons les meilleurs éleveurs de chroniques du pays, à savoir Paola Puerari et Victor de Quiver. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au programme ce soir, Paola. Alors ce soir, direction le Kenya. Depuis lundi, d'étranges ballons flottent dans le ciel et pour la première fois, des villageois ont accès à Internet. Je vous raconte le pari fou révolutionnaire de Google qui veut connecter l'ensemble de la planète au web. Et vous, Victor ? Des femmes qui adoptent de faux bébés, non, c'est pas le synopsis du prochain film de François Ozon, c'est une réalité. Ce soir, on part à leur rencontre. Très bien, eh bien on a hâte, en tout cas on vous retrouve en fin d'émission. Et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par Camille Diao, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Tout va bien ? Tout va très bien. Pleine forme, et également en pleine forme Claude Askovic. Remarquablement. Il paraît, c'est de mieux en mieux, voilà. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir François Ozon, bonsoir. Bonsoir. Alors votre nouveau film, Été 85, sort donc le 14 juillet, mardi prochain et non mercredi, il faut bien le signaler. Ce film Été 85, il devait s'appeler Été 84. Absolument. Voilà, pourquoi ce changement ? En fait, c'est dû à la musique du film, puisque en fait, c'est vrai que j'avais écrit le premier scénario avec le titre Été 84. On a tourné le film en pensant qu'on était en 84, et parce que je trouvais 84, c'était plus sexy, plus rond. D'accord. Des chiffres pairs, je sais pas, je trouve ça mieux personnellement. Et puis c'était une petite allusion au film de Robert Mulligan, Un été 42, bon voilà. Et puis l'été 84, c'était l'été de mes 16 ans, donc ça avait un peu plus de raison d'être. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de négocier la musique du film, je tenais absolument qu'il y ait un morceau des Cure, In Between Days, dedans, et donc on a demandé les droits, comme on fait habituellement quand on prend la musique pour un film, et Robert Smith des Cure nous a répondu, je ne peux pas vous donner les droits parce que votre film s'appelle Été 84, et le morceau date de 85. Ah oui, du coup, je lui ai écrit une grande lettre d'amour de fan, en lui disant que j'aimais tellement ce morceau, j'y tenais tellement que j'étais prêt à changer le titre de mon film pour avoir ce morceau des Cure, et donc le film s'appelle Été 85. Alors voilà, François Ozon, vous n'avez pas que les Cure, dans la vie, vous faites vraiment beaucoup de choses. Et on va découvrir ça à travers votre portrait. C'est la règle de 3. Elle est signée Gaël Legras. L'adolescence, ce qui l'intéresse, Emmanuel Bernheim, c'est la règle de 3 de François Ozon. Adolescent, il emprunte la caméra Super 8 de son père et commence à tourner des petits films. François Ozon vit une adolescence difficile. Il fugue, flirte avec la petite délinquance. Au début des années 80, avec sa caméra amateur, il met en scène les membres de sa famille. Dans l'un de ses films, son frère tue son père et sa mère. Lorsque ses parents acceptent le rôle, ils lui disent « Comme ça, tu n'auras pas besoin de nous tuer dans la réalité ». Ses premiers courts-métrages évoquent presque tous l'adolescence. Son dernier long-métrage y est également consacré. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Arrête, tu sais très bien, on se connaît que depuis ce matin. Mais pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. Aujourd'hui, François Ozon déclare « Grâce à ce film, je pense que je me suis réconcilié avec le garçon que j'ai été ». En interview, il mentionne souvent ceux qui l'intéressent. Ce qui m'intéressait, c'était la leçon hitchcockienne de cinéma. Ce qui m'intéressait en même temps... Moi, ce qui m'intéressait... Depuis son premier long-métrage, Sitcom, en 98, ce qui l'intéresse, c'est de ne jamais se répéter. Néanmoins, ses thèmes favoris reviennent. C'est ça qui m'intéressait, c'était de partir d'une situation très forte, à pas forcément donner toutes les réponses. Laisser une place à l'interprétation du spectateur, cultiver l'ambiguïté des personnages, leur complexité et parfois leur perversité. Ce fut le cas dans de nombreux films, Jeune et Jolie, L'Amant double et même dans une œuvre de facture plus classique, France, avec Pierre Ninet. Il y a l'idée de beaucoup de mystère et de secret et de fragilité et d'intériorité dans le film.
l'écrivaine Emmanuelle Bernheim a collaboré à l'écriture de plusieurs scénarios. Sous le sable, 5x2, Ricky et Swimming Pool. Je me suis un petit peu coulée dans son univers et je crois l'avoir un peu par moments aidé, poussé à aller plus loin dans son univers, c'est-à-dire aller plus d'une certaine façon dans le non-dit. Autrice d'une demi-douzaine de livres, Emmanuelle Bernheim est morte en 2017. François Ozon prévoit d'adapter son dernier récit intitulé « Tout s'est bien passé ». Alors voilà, donc en tout cas, été 85, c'est également l'adaptation d'un livre, je crois, La danse du coucou. Un livre anglais. Un livre anglais d'Aidan Chambers qui est paru en 83 en France, un livre pour adolescents en fait. Voilà, et que vous avez lu à 17 ans. En 85. Voilà, justement. Pourquoi avoir attendu votre 19e film pour faire cette adaptation que vous rêviez depuis vos 17 ans? Parce que je pense que j'ai voulu d'abord en être le spectateur. J'ai adoré ce livre adolescent. Je rêvais de voir cette histoire sur un grand écran. Et à l'époque, je n'étais pas encore cinéaste. Je faisais des petits films en Super 8, mais j'avais du mal à me projeter en tant que réalisateur. Et donc, peut-être qu'il m'a fallu 35 ans pour pouvoir l'adapter. Et puis après, un film comme Grâce à Dieu, qui a été un peu compliqué à promouvoir avec tout ce qui s'est passé autour de la sortie du film, j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de plus léger et de plus solaire. Claude? Vous avez donné une interview au magazine Têtu, qui est un magazine universaliste de religion homosexuelle. Vous parlez des corps masculins, qu'il convient d'érotiser, comme on a toujours érotisé dans le cinéma, les corps féminins. Vous dites aussi, je trouve cette phrase merveilleuse, si ça ne dérange pas, si les scènes de sexe ou d'amour ne dérangent pas, alors que j'ai raté quelque chose. Il faut à tout prix perturber le spectateur. Il faut le provoquer, en tout cas créer une émotion chez lui. Alors, ce n'est pas forcément le déranger, mais au moins créer un émoi. Après, ça peut être du rejet, ça peut être du désir, mais il faut qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je filme un baiser ou une étreinte entre deux personnages, que ce soit deux garçons, deux filles, ou un garçon et une fille. Alors, ce film que vous auriez voulu voir s'appelle Été 85, et on va voir à quoi ça ressemble, justement. C'est tout de suite la bande-annonce. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Et pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Voilà la bande-annonce d'été 85 que vous pourrez découvrir donc le 14 juillet. C'est pas un mercredi, c'est un mardi. Et avec vous, Camille, on va voir que ça fait 2 semaines et demie que les cinémas ont rouvert et que c'est pas très simple pour eux parce que les spectateurs se ruent pas en masse. Oui, la reprise est difficile. Pas de ruée dans les salles obscures après ces 3 mois de fermeture. La semaine dernière, entre le 1er et le 5 juillet, on a comptabilisé 620 000 entrées. C'est un petit peu mieux que la semaine précédente. Mais si on compare maintenant avec les 2,9 millions de spectateurs la même semaine de juillet 2019, on réalise que ce sont des chiffres assez faible. Le président de la Fédération nationale des cinémas explique que le retour en salle est pour l'instant plutôt le fait d'un public d'habitués et que le défi est à présent de reconquérir le public occasionnel ou familial. Et ce n'est pas chose aisée, car les sorties mondiales des blockbusters américains ont été repoussées à cause de la situation de la pandémie sur place. Or, les films américains représentent 55% du marché en France. Et puis, il y a une deuxième raison plus structurelle, c'est que le confinement a conforté les nouvelles pratiques de consommation du cinéma à la maison. La fermeture des salles a profité aux plateformes de streaming et de vidéos à la demande, Netflix, OCS, MyCanal. Pendant le confinement, plusieurs films ont même annulé leur sortie en salle pour passer directement en streaming. C'est le cas du Pinocchio de Matteo Garonne, disponible sur Amazon Prime. Cette tendance, elle n'est pas nouvelle, mais elle devrait s'amplifier dans le monde d'après. François Ozon, qu'est-ce que ça changerait pour vous, en tant que cinéaste, de tourner un film qui ne serait pas destiné aux salles obscures ? Écoutez, tant que je peux sortir en salle, je suis heureux. Et ce qui est, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que nous avons été approchés avec les producteurs de mon film par les plateformes, justement, quand le confinement a été mis en place, pour savoir si on pouvait être intéressé de mettre le film sur une plateforme. Et pour moi, c'était impossible parce que j'ai vraiment fait ce film pour le cinéma. Et personnellement, ça m'a énormément manqué d'aller au cinéma pendant ces 3 mois. J'en avais marre de regarder des films sur un petit écran, sur les plateformes. Et je pense que en France, il y a vraiment un amour des salles et que c'est
c'est vraiment important. Moi, en plus, j'ai tourné ce film en pellicule, donc j'avais envie qu'il soit vu par les spectateurs sur un grand écran. La pellicule, c'est pour ça qu'il y a ce grain d'image très années 80 en fait dedans aussi. C'est du Super 16. En fait, on ne tournait pas en numérique à l'époque. Tous les films étaient tournés en pellicule. Donc c'est vrai qu'on a presque oublié ça, parce qu'aujourd'hui, l'image numérique est tellement partout que ça crée tout de suite une forme de nostalgie et un effet qu'on ne connaît plus du tout. Alors, bien sûr, il y a un film dont on a beaucoup parlé, c'est votre précédent film, c'est Grâce à Dieu. Moi, j'aurais voulu juste vous entendre, une petite peut-être réaction. Comment vous avez vécu ces récents adieux, finalement, du cardinal Barbarin à Lyon, puisque maintenant il est en Bretagne, avec les Petites Sœurs des Pauvres. Comment vous avez vécu ça vous-même ? Écoutez, pour moi, la page est tournée. J'ai fait ce film, ça a été très, très important. Ça a été une confrontation au réel. Je ne m'y attendais pas de cette manière, parce que le calendrier judiciaire de l'affaire s'est mélangé avec la sortie du film. Donc ça a été un peu lourd au moment de la sortie. Mais au final, moi, je suis extrêmement content que ce film soit sorti. Il a fait bouger les choses. Je pense que la communauté catholique a compris et intégré beaucoup de choses aussi grâce au film. J'ai eu beaucoup de spectateurs catholiques qui sont venus voir le film, qui en ont parlé. Et je sais que le film a bougé les lignes. Après, voilà, ce qui se passe pour le cardinal Barbarin, le père Prénat, ça fait partie de l'affaire. Le père Prénat, j'aurais de quoi faire grâce à Dieu. Le père Prénat qui était ce prêtre qui avait abusé des enfants dont il avait la charge, couvert, a-t-on dit, par le cardinal Barbarin. Absolument. Claude, vous vouliez une question ? Votre prochain film va s'appeler « Tout s'est bien passé ». C'est un film qui est adapté du dernier livre, je crois, de votre ami Emmanuel Bernheim, qui est décédé. Est-ce que c'est cette histoire, pas la divulgacher, mais cette histoire d'une femme qui accompagne son papa vers une mort choisie qui vous intéresse, parce que la mort est présente dans votre filmographie, ou est-ce que c'est cette mort-là, pour cette morte-là, que vous vouliez filmer ? Je pense que c'est un peu tout ce que vous dites. Le fait que ce soit Emmanuel Bernheim, c'est très important parce que c'était une amie proche, effectivement, et qui est partie beaucoup trop tôt. Au moment où elle était vivante, elle m'a beaucoup parlé de ce livre, le moment où elle était en train de l'écrire, qui était inspiré de ce qui lui était arrivé, qui était très autobiographique. Et voilà, j'en avais parlé de peut-être l'adapter. Et peut-être qu'à l'époque, je me sentais pas prêt à le faire. Et Alain Cavalier a commencé à travailler avec elle. Elle avait le projet de faire un film avec Alain Cavalier sur cette histoire où elle jouait son propre rôle. Hélas, le film n'a pas pu se faire. Alain Cavalier en a fait un documentaire. Et voilà, j'ai relu le livre et je me suis dit que cette histoire était belle. Et puis par amour pour Emmanuel, j'ai eu envie de la filmer. Mais ce n'est pas encore fait. Voilà, alors tout s'est bien passé. C'est le film sur lequel vous travaillez actuellement, mais le 14 juillet, donc en salle, on pourra voir Été 85. D'ailleurs, c'est le premier film à avoir le label Cannes 2020, parce que comme le festival n'a pas pu se tenir cette année, il a été labellisé. Donc c'est à voir en tout cas le 14 juillet. Merci beaucoup, François Ozon, d'être passé par 28 minutes ce soir. Place maintenant à notre débat. C'est une comédie que personne n'avait vu venir, tout simplement Noir. Sorti hier, le public se presse pour voir un film grinçant sur les identités noires en France, un long métrage arrivant dans un contexte particulier, quelques semaines après les manifestations de colère ayant suivi la mort de George Floyd. Des protestations aux revendications controversées. Emmanuel Macron a parlé de risque de séparatisme, mais d'autres y voient davantage une réaction pour plus d'égalité. Alors la France est-elle prête à se voir en couleur ? Pourquoi tant de divisions chez les associations antiracistes ? Un communautarisme à la française est-il déjà d'actualité ? Nous en débattrons dans un instant, juste après la mise au point d'Amira Swilem. Je suis noir, grand. Voilà. Je suis noir. C'est le film dont tout le monde parle, tout simplement Noir. Sorti hier dans les salles, il caracole en tête du box-office. En traitant de la place des Noirs en France, il fait écho à l'actualité récente et à ces manifestations qui ont eu lieu dans toute la France le mois dernier. Dans le sillage de l'affaire George Floyd aux États-Unis, des milliers de protestataires ont voulu remettre la question du racisme sur le devant de la scène chez nous aussi. Pour eux, la société française est malade. Je suis venue pour dénoncer tout ce qui se passe en France, autant le racisme concernant les violences policières, mais le racisme général et global est banalisé. On ne va pas se laisser faire. Il y a eu des pratiques qui ont été cautionnées par des gouvernements, par des États et par le monde entier. Aujourd'hui, on ne se laissera plus faire. Cette nouvelle génération de l'antiracisme a surpris par sa virulence. Certains exigent des actes, forts, voire clivants, comme le déboulonnage de certaines statues de personnages historiques ayant participé de près ou de loin à l'esclavage ou à la colonisation. Une perception de l'antiracisme qui s'est heurtée à un recadrage sec du président de la République. Ce combat noble et dévoyé
lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. L'antiracisme a-t-il changé de visage en France? Notre pays doit-il désormais relire son histoire à la lumière des mémoires blessées? Les revendications identitaires peuvent-elles vraiment déchirer la société française? Et pour en parler ce soir, nous recevons Yann Gastaut. Bonsoir. Yvan Gastaut. Yvan Gastaut, pourquoi j'ai dit Yann? Voilà, je ne sais pas, ça vous allez bien peut-être, Yann? Je ne sais pas, ils n'ont pas hésité vos parents. Non, d'accord. Donc Yvan Gastaut, Bonsoir. vous êtes historien, spécialiste de l'immigration, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nice, Côte d'Azur. Selon vous, il faut commencer par dire que la société a avancé vers une diversité plus apaisée. Souvenons-nous, dites-vous, que dans les années 80, il y avait très régulièrement des meurtres racistes en France. À vos côtés, Gilles Clavreul. Bonsoir. Bonsoir, vous l'avez. Voilà, exactement. Ça y est, ça, j'ai réussi. Directeur du think tank républicain L'Aurore, vous êtes ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Selon vous, il se manifeste dans l'antiracisme à la fois une revendication d'égalité et des idéologies séparatistes, c'est-à-dire un logiciel identitaire qui détermine en fait les individus à partir de leurs origines. La question, selon vous, est de savoir ce qui va l'emporter. Et puis, Mme Fatou Niang, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'université de Pittsburgh. Vous êtes aussi la réalisatrice du film Marianne Noire. Selon vous, l'opposition stérile entre antiracisme et universalisme cessera d'être nécessaire le jour où les Blancs n'auront plus peur d'être remplacés. Et pour entamer notre débat, c'est avec vous, Camille, et c'est une question d'un de nos internautes, une question en 28 secondes. Tout à fait. Et la question est la suivante. À quel moment ce mouvement pourrait, selon vous, basculer dans le séparatisme identitaire? Gilles Clavreul, concrètement, qu'est-ce qui, dans les manifestations autour de la famille Adama Traoré des 2 et 13 juin dernier, relève ou vous semble relever du mot séparatisme employé et fustigé par le président de la République? Certains de leurs initiateurs qui sont à la tête ou dans un certain nombre de collectifs qui ont appelé à cette manifestation, mais ça ne résume pas, ça n'épuise pas la manifestation. Pourquoi il y a eu cette mobilisation très importante? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en France autant de monde dans la rue pour exprimer une colère, une protestation sur des faits. Alors, on rentre dans des choses un peu plus compliquées, ou complexes en tout cas, des faits réels ou supposés de racisme. Je parle de l'affaire Adama et évidemment de la résonance qu'elle a avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous dites certains initiateurs, mais lesquels et de quelle façon? Vous avez par exemple dans le comité Adama des gens qui viennent de ce qu'on appelle la mouvance décoloniale, c'est-à-dire de mouvements qui sont nés au début, au milieu des années 2000 à peu près, et qui s'inscrivaient complètement en rupture avec l'antiracisme traditionnel, pour faire court celui de SOS Racisme, de la LICRA, et qui proposait une grille de lecture beaucoup plus radicale, un peu manichéenne, il faut bien le dire, inspirée de certains courants de pensée latino-américains, nord-américains, consistant à reprendre une lecture de l'antiracisme à partir de ce qu'ils appellent les races sociales, c'est-à-dire la manière dont les groupes dominants, les Blancs pour reprendre leur terminologie, fabriquent une domination à partir d'une lecture raciale de la société, en remontant aux origines historiques du développement de l'Europe coloniale. Mme Fatou Niang, certains ont prétendu que les manifestations du 2 et 13 juin dernier, en soutien au comité Traoré, importaient un modèle américain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour moi, cette importation, c'est ce que j'appelle la mythologie de l'importation. Elle traduit un impensé, qui est un impensé colonial. Parce que pour revenir très, très rapidement aux États-Unis, les Noirs arrivés aux Antilles ou en Amérique, qui les a transportés aux Antilles? Qui les a transportés en Amérique? On parle d'un phénomène, donc la traite de l'esclavage, qui a quand même ses racines en Europe. Et si racisme il y a, on parle d'un événement fondé en Europe. Et pour revenir donc aux marches du 2 juin, les personnes qu'on a vues, donc cette foule de jeunes, ce sont des citoyens français. Je n'ai pas vu on n'avait pas un cargo de personnes envoyées de Chicago ou de New York. Ce sont des citoyens français qui s'emparent d'un débat français et qui posent aujourd'hui un débat qui doit avoir lieu sur l'espace républicain, qui est celui de la définition. On a parlé d'identité séparatiste, de décolonialité. Aujourd'hui, je pense que la question qui se pose, c'est celui de la définition des mots. Et cette définition, ça
savoir de quoi on parle, de qui on parle, et cette définition, cette redéfinition ne peut se faire que dans un espace apaisé, un espace républicain. On va pouvoir faire comme ça dans une coproduction qui prenne en compte l'ensemble des voix de cet espace républicain et surtout qui prenne en compte la France telle qu'elle est en 2020 et pas comme l'universalisme a pu être façonné à la fin de l'Ancien Régime ou durant la Troisième République. Alors, il y a un mot qui revient souvent, on va voir ça avec vous, Claude, c'est le mot discrimination, justement, et on voit que ça peut être vraiment le quotidien pour beaucoup de gens, c'est votre chiffre du jour. Absolument, parce que si on ne sait pas si le séparatisme existe, il existe en tout cas une séparation de destin pour une partie de la population française. Ce chiffre donc, 38% comme le nombre de chances en moins qu'a une personne noire d'avoir une réponse positive quand elle cherche un appartement. Source enquête SOS Racisme, qui depuis des années pratique ce qu'on appelle les testings pour regarder sur le terrain comment fonctionnent ces discriminations. Question pour vous, Yvan Gastaut. Vous pensez que la société française va mieux sur le plan du racisme qu'il y a quelques années, au moment des grands meurtres, des séries de meurtres racistes des années 70-80 ? Pour autant, est-ce que s'est installée une réalité profondément discriminatoire ? Parce que quand on est noir, on ne vit pas la même France que quand on est blanc. Il y a un véritable paradoxe qui peut être souligné. Effectivement, si en tant qu'historien, je ne veux pas faire de l'angélisme, mais si on regarde la société française des années 60-70, on se rend compte que la discrimination était extrêmement violente. Et que parce qu'il y a eu des mobilisations notamment, et puis un renouvellement des mobilisations. On parlait tout à l'heure de la période de SOS Racisme, entre autres, mais on peut remonter au MRAP, on peut remonter même à la LICA, qui a été un des premiers mouvements à s'insurger contre la discrimination. Et vous intégrez les manifestations autour d'Adama Traoré. Et éventuellement, évidemment, plutôt celles d'Adama Traoré sont une étape de plus, sans doute. Il me semble qu'il y a effectivement une évolution vers quelque chose qui s'apaise dans un sens de sensibilité, de mobilisation, de quelque chose qui est plus sensible. Mais le paradoxe, il est là, c'est que, par ailleurs, ce que vous soulignez est juste, c'est que malgré ces mobilisations, le racisme existe toujours, et c'est un véritable paradoxe français que de constater ces évolutions et que de toujours redécouvrir des formes de racisme. Cool. Mme Fatougnane, comment combat-on une discrimination de fait ? Il y a des débats idéologiques, il y a des débats historiques, il y a des débats apaisés. Vous êtes sans doute moins opposé à Gilles Clavreul que l'on pouvait l'espérer ou le redouter sur ce plateau. Pour autant, comment fait-on au niveau du destin individuel d'une personne qui cherche à avoir un appartement et qui ne l'a pas, et on sait pourquoi elle ne l'a pas ? Sait-on pourquoi elle ne l'a pas ? Parce qu'elle est noire ? Est-ce qu'on le sait ? Parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce que si la personne était blanche, elle l'aurait plus facilement. C'est documenté, c'est testé. Les fameux testings. Ça se voit depuis des années. Alors c'est vous qui le dites. Les chiffres sont là. Alors, ce qui est absolument intéressant, et moi je vous rejoins dans cette notion de paradoxe, c'est qu'on est dans une situation qui est vécue par des personnes aujourd'hui, mais parce qu'on est dans cette parlure universaliste qui, on le sait, est un but, les valeurs républicaines, c'est un but à atteindre, mais on se retrouve aujourd'hui enfermé dans une gangue coulée dans le marbre, dans le béton de l'universalisme, qui refuse de poser certaines questions. Moi, je travaille aux États-Unis parce qu'au moment où je pars en 2006, il m'est impossible en France de poser les questions que je veux poser par rapport à la race. On me dit que la race n'existe pas. Pourquoi c'est impossible ? Excusez-moi, pourquoi c'est impossible ? Parce que la République nous dit que nous sommes dans la liberté, l'égalité, fraternité. Nous sommes dans cette posture républicaine qui nous dit que la République, cette chose commune, est établie de fait, donc on ne peut pas ni l'interroger, ni essayer de la refonder. Et la question qui se pose aujourd'hui par les personnes que vous avez parlé du MRAP, du MIB, et c'était extrêmement... Mouvement d'immigration des banlieues. Et c'est extrêmement intéressant de remonter cette histoire qui ancre l'histoire qui ancre le mouvement pour la vérité pour Adama sur une histoire française, une histoire longue. Donc nous ne sommes pas dans de l'importation, nous sommes vraiment dans du français qui répond à des problématiques françaises. Mais la question aujourd'hui, c'est vraiment cet universalisme qui nous empêche de poser ces questions, qui nous rend la question du ressenti. Mais c'est ce que vous pensez, ce n'est pas vrai. Travaillez, vous y arriverez. Mais c'est pas vrai. Les discriminations sont interdites. Et on arrive comme ça à un mur où les chiffres ne suffisent pas parce qu'on a cet idéal républicain qui n'est pas atteint. Et aujourd'hui, la question qui se pose par ces personnes, c'est les personnes qui veulent refonder véritablement cette res publica, c'est en commun. Et on arrive à
c'est extrêmement compliqué. Alors Camille, on va voir avec vous qu'il y a un débat qui revient sans cesse en France, c'est celui des statistiques ethniques. Oui, il y a un débat qui semblait clos en France depuis 2012 quand la Commission nationale consultative des droits de l'homme a rendu son avis sur la question. Elle s'oppose à la mise en place de telles statistiques en France, craignant qu'elles n'entretiennent, je cite, une banalisation du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Alors effectivement, c'est l'argument des opposants à cette idée qui s'appuie sur l'article 1er de la Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et cette interdiction des statistiques ethniques, elle a été entérinée dans la loi informatique et liberté de 1978. Mais le débat a récemment été rouvert par la désormais ex-porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Dans une tribune qu'elle a publiée dans le journal Le Monde, elle propose de rouvrir, je cite, de manière apaisée, le débat sur les statistiques ethniques, arguant qu'à ne pas pouvoir mesurer et regarder la réalité telle qu'elle est, nous laissons prospérer les fantasmes. Pour le débat apaisé, c'est raté. Sibeth Ndiaye a été instantanément désavouée par plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Il faut quand même noter que les chercheurs disposent de plusieurs outils pour contourner cette interdiction. Le recensement de la population française comporte une question sur le pays de naissance des personnes interrogées, ainsi que sur celle de leurs parents et de leurs grands-parents. Alors pensez-vous que la France devrait revoir sa position sur cette question Yvan. Oui, pas de problème. Je pense qu'il y a effectivement cette dimension du chiffrage, de l'arrivée à mesurer le racisme, mesurer les actes racistes. C'est une sorte de quête quasiment impossible, on pourrait dire, dans la mesure où, comme vous le disiez tout à l'heure, le racisme, c'est le fruit de fantasmes, d'idées reçues, de stéréotypes, et c'est un élément qui est primordial. Alors je pense que le débat a le mérite d'exister, mais en même temps, je pense qu'on ne résoudra pas le problème particulièrement, et ce qui permettrait de résoudre le problème, c'est effectivement de travailler les préjugés. Puisque l'antiracisme, les mouvements antiracistes ont produit des choses dans l'histoire. Ils ont produit des lois. Il y a la loi de 1972, la loi Pleven. Il y a eu des mobilisations qui ont mené à un certain nombre d'acquis. Les associations, les structures existent. Et pourtant, le racisme existe toujours. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui vient se nicher entre ce qui se passe, qui existe, et la réalité, c'est le poids du racisme, du stéréotype, des préjugés. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Gilles Clavreul, vous avez été en charge de la lutte antiraciste au niveau de l'État. Est-ce que vous avez été confronté à cette limite de la bonne volonté, du volontarisme républicain, au point que oui, il faille envisager des vocabulaires, des outils qui ne viennent pas de notre corpus originel? Est-ce que vous vous êtes posé la question quand vous étiez en poste? Tout le temps. En fait, non seulement il faut être un peu obstiné quand on veut s'attaquer au racisme, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un phénomène massif, on se dit qu'il est presque éternel et qu'on n'en viendra jamais à bout, même si, en effet, il y a quand même des progrès, il y a quand même des acquis, notamment d'ailleurs des outils législatifs, réglementaires, qui viennent permettre de lutter. Mais ça suffit jamais. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un problème sur lequel on bute, mais je ne pense pas que ce soit l'universalisme républicain qui en soit la raison. Et pour cause d'ailleurs, c'est le problème des discriminations. L'universalisme républicain, c'est quoi? C'est tout simplement l'égalité. Donc s'il y a bien quelque chose qui est violemment contraire aux idéaux républicains, ce sont les discriminations. Mais l'idée selon laquelle, en faisant l'impasse sur le mot race, avec tout ce qu'il implique, on ne peut pas arriver à combattre les discriminations. L'idée que défend votre voisine. Est-ce qu'on n'a pas cette limite-là en France? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans le corpus de ce qu'il est permis de faire en matière statistique notamment, donc avec toutes les enquêtes de type testing derrière qu'on peut conduire, on sait en fait tout ce qu'on a besoin de savoir. Après, ce qui est très difficile avec les discriminations, c'est pas de savoir qu'il y en a de manière un peu comme ça, un peu globale et générale, c'est d'arriver à les caractériser pour punir les coupables. C'est ça le problème. Et c'est très difficile parce que, sauf vraiment pour les gens qui s'y prennent de façon grossière et qui avouent leur racisme, la plupart du temps, les discriminations sont masquées, elles sont cachées. C'est ça la vraie difficulté. Alors Claude, justement aussi, on va voir avec vous que ces origines, finalement, ça remonte même au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, on en parle et même sans problème. Oui, c'est passé un phénomène intéressant avec le nouveau gouvernement. On a d'abord eu Maître Dupond-Moretti, nouveau ministre de la Justice, revendiquer l'ascendance italienne et populaire, parce que ça compte aussi de sa maman. Et puis, au Sénat, on a vu le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, véritable homme de droite, revendiquer, lui, des origines arabo-musulmanes. Écoutez-le. Mon grand-père priait Allah et portait l'uniforme de la République. Il m'a semblé que bien des tirailleurs algériens et bien des supplétifs ont par ailleurs, tout en priant pour leur religion, défendu les valeurs de la République. Alors oui, il y a des Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, je suis très fier de l'assimilation française,
Mon premier prénom est Gérald, mon deuxième prénom est Moussa, et grâce au président de la République et grâce à ceux qui m'ont accompagné, je suis très fier d'être ministre de la République. Mme Fatou Niang, est-ce qu'on assiste là à un progrès ou à une ruse ? Alors, pour moi, ce n'est ni un progrès ni une ruse parce que de par mon travail de chercheur, je m'inscris dans des choses qui sont plus dans la durée. Tout à l'heure, on a parlé de Sibeth Ndiaye qui a mené le débat sur les statistiques ethniques. Ce débat, j'en parle dans un livre sorti en 2001. C'est un débat qui date d'avant Sibeth Ndiaye. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de sortir un peu de ces coups d'éclat, de se dire, voilà, on a ce n'est pas le premier ministre que nous avons qui soit d'ascendance arabo-musulmane. Donc, pourquoi ça devrait changer les choses aujourd'hui ? Pour moi, la question réelle, c'est de se dire, aujourd'hui, quel est le problème qu'on a en France ? Le problème, c'est qu'on a une partie de la population qui est née d'une histoire, qui est une histoire coloniale, qui est une histoire de la traite, une histoire de l'esclavage, une histoire dans laquelle la race a joué un rôle absolument fondamental, et nous refusons de parler de cette histoire-là. Je ne me réclame pas d'une race particulière, mais on ne peut absolument pas rester dans l'incantation de dire que nous sommes dans un milieu comme ça, nous baignons dans un bain républicain qui miraculeusement va régler ce problème sans refuser d'adresser les mots. Et là, on se retrouve donc face à des silences, les silences des mots, ne pas avoir les concepts théoriques pour parler de ces problèmes, le silence des chiffres, le silence de ces représentations. Et ce à quoi on assiste depuis le début du mois de janvier, ce sont des citoyens français de tous âges, de toutes origines, qui vont dans la rue pour pallier à ces silences-là et amener dans un geste républicain. Et pour moi, c'est vraiment ça sur lequel il faut insister, cet antiracisme et républicain, il s'inscrit dans la constitution d'une geste et d'un nom commun. Yvan Gassot, il y avait quand même une question, c'est vrai que pourquoi finalement, 60 ans après, le fait colonial revient comme ça. On voit en effet, on en reparle énormément à l'instant, même ça revient régulièrement dans les revendications. Pourquoi maintenant ? Alors pourquoi maintenant ? Je pense que ce n'est pas que maintenant. Hein. Ouais. Il y a eu, on peut faire toute une histoire de la manière dont le fait colonial est constamment revenu depuis les années 80, même 70, on pourrait dire. Il y a eu constamment des redécouvertes. Et c'est un peu ce qui pose problème. C'est le fait qu'on a cette impression de constante redécouverte des faits de discrimination. Et ce qui est intéressant d'évoquer aussi, c'est le fait que le racisme et l'antiracisme évoluent chacun de leur côté. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, s'avouer raciste, c'est quelque chose qui est extrêmement limité dans l'opinion publique. C'est vraiment des franges très, très limitées. La question est de savoir où sont les frontières du racisme et de l'antiracisme ? Avec une société qui est très mêlée, qui est très mélangée aujourd'hui, marquée par la diversité, il semble assez difficile d'arriver à trouver les limites de ce qui est aussi bien au niveau collectif qu'individuel, la définition même de l'antiracisme. Parce que le racisme d'aujourd'hui n'est pas le racisme d'hier. Il me semble que ça, c'est un élément essentiel. Alors, on va le voir justement, cet antiracisme, et c'est notre archive du jour qui nous emmène le 15 juin 1985. Et ce jour-là, sur une scène installée place de la Concorde, se succèdent les Rita Mitsuko, Téléphone, Alain Bachung, entre autres, pour le premier concert organisé par SOS Racisme. 300 000 spectateurs répondront à l'appel de la petite main jaune comme un geste barrière contre les discriminations. Nous allons rejoindre maintenant la fête en musique donnée sur la place de la Concorde à l'initiative de SOS Racisme, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à cet appel antiraciste. Quelque part sur la place de la Concorde, Jean-Jacques Dufour. Ceux qui sont antiracistes et qui sont de droite, par exemple, un exemple au hasard, ils ont le droit de venir. On ne leur interdit pas l'entrée. Il n'y a pas une prise de sang à l'entrée pour savoir si t'es rouge ou si t'es noir. Je crois qu'à partir de ce soir, on peut dire, et ça me paraît plus important que les accusations des uns et des autres, on peut dire que l'antiracisme est en train de devenir majoritaire en France. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore, quand on a démarré, quand Touche pas mon pote a commencé, lorsque nous étions quelques-uns à dire que les verrous étaient en train de sauter, que les tabous étaient levés, que le racisme était en train de déferler, on n'en était pas là. Aujourd'hui, je crois que les choses se sont inversées, qu'un coup d'arrêt a été donné à la vague de la haine. Voilà, ça c'était en 1985, le premier concert d'SOS Racisme. Gilles Clavreul, on a l'impression pourtant qu'aujourd'hui, de ces associations-là, comme SOS Racisme, il y a un rejet total de la part même des antiracismes. Alors, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des conflits, et ça non plus, c'est pas tout à fait nouveau. Mais comme je le disais, certains mouvements, depuis le début des années 2000, se sont vraiment construits en rupture, très nette, très radicale, avec la génération SOS, pour faire court, qui a connu à la fois ses grands succès et qui a joué un rôle utile et très fédérateur à un moment
donné pour la jeunesse française, qui s'est découverte multiples, diverses, à ce moment-là. Et puis il y a eu aussi un essoufflement et il y a eu des impasses. Donc ça explique que nécessairement, au bout de 30 ans, 35 ans, ce mouvement n'a plus du tout l'aura, le rayonnement qu'il avait. Faute notamment, à mon avis c'est le problème principal, faute notamment d'une présence sur le terrain, qui aujourd'hui lui fait totalement défaut. C'est les limites aussi, et qui n'atteint pas que SOS Racisme, disons, de la politique symbolique. C'est-à-dire quand on n'est que sur les symboles et pas suffisamment dans l'action pratique, il y a un moment où le public ne suit plus, quoi. Je voulais juste compléter ce que disait Gilles Clavreul. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas SOS Racisme, historiquement, effectivement, alors puisqu'on est dans l'année 85 aujourd'hui, 84-85, ce sont des années où SOS Racisme apparaît comme une sorte de nouveau souffle. On a parlé de génération, effectivement. Touche pas à mon pote, c'est quelque chose qui a marqué la société française. Et si on se place dans cette époque-là, ça a marqué la jeunesse. Et il me semble que la jeunesse est aujourd'hui aussi en question ici. Claude. Il y a à l'intérieur des mouvements antiracistes d'opposition, les gens qui entourent Assa Traoré sont opposés à SOS Racisme, qui figurent comme une sorte d'anti-modèle. Pouvez-vous nous expliquer, vous êtes plutôt dans cette école, pourquoi ce qui a été une espérance pour toute une partie de la société française il y a 35 ans apparaît aujourd'hui comme exactement ce qu'il ne faut pas faire pour des antiracistes aujourd'hui. Pas tous, des antiracistes. Alors moi, je ne suis pas dans le secret d'Assa et de sa garde rapprochée, donc je ne peux pas répondre à cette question pour elle. Mais ce que je sais, c'est que les manifestations du 2 juin et celles qui ont suivi étaient ouvertes à tout le monde. On ne contrôlait pas les sympathisants de SOS Racisme pour les empêcher de rentrer. Mais ce qui est intéressant, ça rejoint une question que l'on pose beaucoup, qui est celle de la mutation, la mue de cet antiracisme. Et moi, j'aime pas beaucoup ce mot mutation parce que ça fait penser à un objet qui se développe comme ça dans un laboratoire et qui échappe au contrôle de son créateur. Je parle d'évolution, d'une évolution naturelle. Et le mouvement antiraciste de 2020 répond aux questions de 2020 qui ne sont pas de la société de 2020, qui ne sont pas les mêmes questions que la France de 1985, que la France de Louis XIV ou celle de Condorcet. En tout cas, voilà, ce sont des questions, bien sûr, auxquelles on va continuer à s'intéresser longtemps. Merci à vous trois, en tout cas, d'être passés par 28 minutes pour ce débat passionnant. Dans un instant, Paola Poirari qui nous parlera de Google, qui se lance dans les aéronefs, figurez-vous, et oui, pour connecter le monde. Et Victor Dequiver évoquera l'effrayant phénomène des bébés de substitution en silicone, et oui, un film d'horreur en layette. Mais juste avant, Mathieu Conquet caresse nos tympans en passant à la loupe un monument musical. Aujourd'hui, c'est même plus qu'un monument, puisqu'il se rend hommage au maestro amateur de duel à l'harmonica, Ennio Morricone, qui s'est éteint lundi à l'âge de 91 ans. L'une de ses plus grandes bandes originales, Il était une fois dans l'Ouest. À la loupe aujourd'hui, un air prémonitoire. Il était une fois dans l'Ouest. En 1968, Ennio Morricone signait une fois encore la musique d'un film de Sergio Leone. Mon compositeur Ennio Morricone. Après une poignée de westerns, leur collaboration faite d'amitié et de travail acharné trouvait dans le thème à l'harmonica l'aboutissement d'une symbiose, l'acmé de leur entente. Au point que le cinéaste reconnut toujours Ennio Morricone comme le deuxième réalisateur de ses films. Ce thème entêtant, joué à l'harmonica par Charles Bronson, obsède autant les personnages que le spectateur. Et d'après le maestro lui-même, cette harmonica sinistre, ces demi-tons, fonctionne comme une prémonition d'un flashback tragique que l'on découvre intégralement à la fin. Avec la mort d'Ennio Morricone le 6 juillet dernier, tout le monde s'est souvenu de ses chansons, de ses musiques de films, Non le ho contate. On ne peut plus les compter. Beaucoup. Elles sont innombrables. Sì, molte, ma non le ho contate. mais moins de ses pièces classiques. Qui aurait pu prédire en 1968 que la musique de Morricone pour Sergio Leone servirait plus tard d'ouverture au concert géant de Metallica, qu'il inspirerait les rappeurs, qu'il aurait sa version dub, et que même New Order lui emprunterait sa ligne de basse. I've been listening to Ennio Morricone, which is that one.
prémonition dans la vie, c'est un avertissement inexplicable, une intuition irrationnelle. Au cinéma comme en musique, ça s'appelle le génie. Bravo, maestro. Et oui, c'est vrai qu'on a tous un peu d'Ennio Morricone à nous. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu Conquet. Et merci à Mathieu Jobert, qui est le réalisateur de À la loupe et qui fait un travail assez extraordinaire. Et bonsoir à vous. Bonsoir Mathieu. Victor. Alors, on va commencer avec vous, Paola. Mais oui, c'est le cœur, en fait, de 28 minutes. Dupont et Dupont. C'est incroyable. Alors, Paola, on continue avec vous à faire notre tour du monde, puisque c'est un peu le concept de tout l'été. Et aujourd'hui, on part au Kenya. Et vous allez nous raconter que dans des zones très reculées du pays, on aperçoit des drôles d'objets non identifiés dans le ciel, c'est ça ? Voilà, alors ce soir, Jean-Mathieu, je vous invite à lever les yeux. Alors, qu'est-ce donc dans le ciel? Un énorme oiseau, un avion, une montgolfière. Depuis 2 jours, ces gros ballons flottent au-dessus de villages de montagne au Kenya. Et figurez-vous que c'est Internet qui tombe du ciel. C'est presque un conte de fées dans des régions où la 3G passe à peine. Alors le projet est fou, révolutionnaire, il est signé Google et il s'appelle Loon. C'est un jeu de mots avec balloon, mais le mot signifie aussi dingue en anglais. Un nom bien mérité car il s'agit de diffuser Internet dans les zones les plus isolées du globe. Alors concrètement, comment ça marche ? Eh bien ces ballons sont gonflés à l'hélium, alimentés par l'énergie solaire et grâce à une intelligence artificielle, ils volent de façon stable à 20 km du sol. Chaque ballon est équipé d'une antenne qui fournit la 4G sur une zone de 5000 km² en dessous, soit la taille d'un département quand même comme les Ardennes. Alors le seul hic, c'est qu'ils ont une durée de vie d'environ 6 mois. Et c'est la première fois que Google met comme ça à l'essai son réseau volant ? Alors non, ils l'ont déjà utilisé, mais pour des situations d'urgence, au Pérou, après un tremblement de terre, ou à Porto Rico, après l'ouragan Maria. Malgré les connexions coupées au sol, eh bien, on captait Internet grâce à ces ballons, mais c'est la première offre commerciale. La mise en place s'est accélérée avec la crise du coronavirus. Pour l'opérateur Telcom Kenya, c'était l'unique solution pour que tous les habitants aient accès aux services d'urgence pendant la pandémie. Au Kenya, les écoles vont rester fermées jusqu'en 2021 et donc les enfants vont pouvoir découvrir les joies du télétravail et pourquoi pas de YouTube. Et alors YouTube, justement, comme par hasard, qui appartient à Google. Voilà, bon, c'est l'avantage, Oui, bien sûr, effectivement. c'est bien fait, Ces millions de nouveaux internautes vont générer des recettes publicitaires. D'ailleurs, entre les géants de la tech, la course est lancée pour savoir qui branchera la planète au web. Alors Facebook était parti en tête avec sa flotte impressionnante de drones solaires qui s'appelle Aquila, capable d'émettre une connexion haut débit dans les zones blanches. Mais bon, Mark Zuckerberg a jeté l'éponge et c'est un autre milliardaire, Elon Musk, qui a repris le flambeau. Il a entrepris de connecter le monde entier avec une constellation de satellites. Alors bien entendu, les GAFA vantent une ambition philanthropique, l'Internet pour tous. Mais bon, il n'oublie pas quand même qu'il y a encore 4 milliards d'humains offline. Ça fait quand même une sacrée clientèle. C'est vrai, voilà, en tout cas, voilà, c'est à suivre en tout cas. Alors avec vous, Victor, donc vous avez décidé de vous lancer dans la chronique horrifique, je pense, puisque c'est un phénomène, mais alors affreux, qui prend de l'ampleur aux États-Unis. Ce sont des femmes qui adoptent des poupées, donc, comme leur bébé. Ève a 57 ans, elle est célibataire, elle est californienne. Sa fille a quitté sa maison depuis longtemps et elle se sent seule, stressée lorsqu'elle rentre du travail. Il y a aussi Caroline qui a 38 ans et qui a perdu son enfant, Betty qui n'a jamais pu en avoir alors qu'elle se sentait mère. Ces femmes ont toutes fait le choix d'adopter un faux bébé. Elles les habillent, elles les couchent, elles les promènent et aussi, parfois, elles les collectionnent. His name is Jakari. He's my only ethnic baby. I plan to adopt more. This baby, she is my favorite baby. I know I say that about all my babies, but this baby really is my favorite baby. Alors elles sont des centaines à travers le monde à posséder ces reborn babies, ces bébés nés à nouveau, comme on les appelle étrangement. Ils sont frappants de réalité. Ils peuvent coûter jusqu'à $20 000 pièce. Et les sites internet pour les acheter fleurissent, y compris en France. Grâce à ces bébés, certaines revivent leur enfant disparu, trompent leur solitude ou renouent avec leur jeunesse. En tout cas, elles parlent toutes volontiers de bébés thérapeutiques. It doesn't replace a child and never will. But it does help me, especially like on my sad days where I'm just like, dang, like, why am I not a mom today? You know? And so then, like I said, I just pick them up and I'm like, it's okay, you're gonna get through this.
Alors, chaque bébé est une pièce unique fabriquée avec soin pour laisser apparaître la finesse de la peau, des veines, des cheveux, des cils, des ongles. En 1969, l'artiste américaine Dwayne Hanson présentait pour la première fois de l'histoire de l'art une sculpture hyper réaliste dans une galerie new-yorkaise. Cette femme qui poussait un caddie se voulait être un miroir tendu aux Américains sur leur vie, leur mode de vie consumériste. Aujourd'hui, ces bébés, plus vrais que nature, nous tendent un autre miroir, et oui, peut-être plus intime. Elle nous rappelle que malgré la douleur, être mère, c'est d'abord se sentir mère. Et oui, voilà, c'est une histoire quand même assez étonnante. C'est les Reborn donc Babies. Reborn Babies. Eh bien, merci. En tout cas, merci beaucoup, mes amis. À suivre sur Arte, soirée série avec 4 nouveaux épisodes. Et oui, rien que ça, de The Killing, série multiprimée sur la société danoise où intrigues criminelles et politiques se mêlent dans une ambiance poisseuse. On se quitte avec un clin d'œil à notre premier invité, François Ozon, et le titre phare de son nouveau film Été 85, The Cure in Between Days. À demain, 20h05.